Vas-y, toi. Le petit journal qui a une mission assez ambiguë, fois très hostile au FN, qui parfois a une impertinence qui montre assez justement les choses, a dit deux choses. Alors déjà sur les Roms, ils ont mis l'opinion qui correspond à celle des élites. C'est-à-dire que Valeurs Actuelles a fait un dossier sur les Roms. Alors tout de suite, Valeurs Actuelles est taxé de revues poussiéreuses, d'extrême droite, etc. Le dossier sur les Roms ne peut être que partial. Les communes où ça se passe, c'est-à-dire Montaigu, Rezé, Bougnay, sont traitées avec condescendance, et on explique que c'est pas si grave le problème des Roms finalement, en interviewant des Roms. Qui parle un bon français, ceci étant, donc ça doit être déjà la crème des Roms en quelque sorte. Et on nous explique que c'est pas si grave, qu'il n'y a pas d'insalubrité, qu'il n'y a pas de dérangement à l'ordre public, etc. etc. Première chose. Mais deuxième chose, le petit journal m'a montré de manière très pertinente, c'est peut-être un peu exagéré, mais humoristique en tout cas, que l'Union européenne, avec les histoires d'Erasmus, l'ouverture des frontières, de facilité de voyage, etc., ça permet aux gens de voyager voilà, dans les 28 pays avec des frontières totalement ouvertes. C'est pas pour autant que les gens savent, par exemple, situer sur la carte les pays d'Europe où ils sont allés. Et donc ils montraient à l'aéroport de Roissy, je pense, avec une carte d'Europe, les gens qui... C'était hilarant. Tu l'as vu ça? Ah oui, je l'ai vu. Les gens qui reviennent de Croatie. Croatie, c'est quelque part là, ça doit être au niveau de la botte italienne. Ils ont une totale inculture géographique. Il y a l'Algérie au niveau de la Belgique. Ouais, il y a aussi l'Algérie au niveau de la Belgique. Là, c'était le top. Et c'est révélateur du fait d'un certain nivellement culturel, alors que l'Europe devrait être aussi on nous voit aussi l'Europe un peu comme on nous voit Internet, mais comme un vecteur de connaissances. Mais pour moi, Internet, oui, ça a cette finalité-là, parce qu'on peut s'approprier Internet, y compris pour en faire un outil politique éventuellement. L'Union européenne, j'ai du mal à voir comment ça participe à une saine émulation culturelle, à une saine prise de conscience par les peuples qu'ils incarnent une nation, qu'ils incarnent un peuple, que leur peuple est confondu avec leur nation, c'est-à-dire qu'on n'a pas plusieurs peuples dans une même nation. Ou alors ça se casse la gueule, comme il se passe actuellement au Royaume-Uni, où on a le phénomène des communautarismes. Voilà, l'Europe, c'est une négation de tout ça. Et effectivement, à la fin, on a des gens qui voyagent librement, avec des frontières totalement ouvertes, mais qui ne savent pas ce qu'est l'Europe, qui ne savent pas placer les pays sur la carte, qui ont une vision singulièrement touristique de l'Europe. L'Europe, ce n'est plus un... Voilà, c'est un espace de tourisme, ce n'est pas un espace géoéconomique, historique, culturel. Voilà, l'Europe devient la principauté touristique du monde. Bien sûr, c'est une vision assez inquiétante de l'Europe, qui n'est pas du tout notre vision, qui est une vision traditionnaliste, on va dire, de l'Europe, comme possible horizon mental d'une union entre la France, effectivement, et un certain nombre de pays, France, Allemagne, Italie. Ça peut être cohérent, effectivement, de faire des conventions bilatérales, de faire des partenariats culturels, de puiser dans notre histoire, dans nos différents historiques, mais aussi dans nos alliances historiques, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire demain comme projet cohérent. L'Europe des sciences, c'est aussi de cette manière quelque chose de cohérent. Voilà, c'est plutôt cette Europe-là vers laquelle on souhaiterait s'orienter. C'est plutôt cette Europe-là, pour en terminer sur mon analyse, vers laquelle souhaiterait s'orienter un certain nombre de partis eurosceptiques en Europe, qui sont divers, qui sont pluriels, et qui vont finalement de l'extrême gauche à la droite nationale, on peut dire. Alors, moi je vais faire un panorama qui est par ordre alphabétique, donc il n'y a pas forcément une cohérence parfaite, mais ça nous permettra, je pense, de voir un petit peu comment ça se passe en dehors de la France. En Allemagne, par exemple, qui est donc, on va dire, l'un des deux aiguillons moteurs de l'Union européenne avec la France, parce qu'on nous parle souvent du couple franco-allemand, comme si par ailleurs, c'est une vision totalement naïve et puérile des rapports internationaux, qui sont essentiellement, qu'on le veuille ou non, des rapports de force. Ce qu'on appelle la réelle politique, c'est-à-dire du pragmatisme. Et voilà, le couple franco-allemand, si l'Allemagne nous domine économiquement, c'est une vue de l'esprit, quoi. En Allemagne, il y a un euroscepticisme assez fort, même si l'Allemagne
bon, eu égard à son héritage historique récent, a du mal à s'affirmer, bien sûr, comme puissance, ne pourra sans doute plus jamais s'affirmer comme puissance impériale. Donc l'Allemagne prospère effectivement par le commerce, par la diplomatie. Oui, c'est cohérent d'avoir en Allemagne une vision de l'Europe de la paix, puisque l'Allemagne, c'est l'incarnation qu'une ancienne puissance impérialiste peut incarner la paix. En Allemagne, vous avez un euroscepticisme qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite, on peut dire, puisque vous avez l'équivalent du Front de gauche en Allemagne, qui est Die Linke, qui est un parti scissioniste, je crois, je ne suis pas certain du SPD, mais je n'étais pas certain que ce soit le SPD. Suite à la politique menée par Gerhard Schröder en 2005, qui s'est voulu très ultralibéral, qui a suivi un peu le modèle ultralibéral voulu par les Américains, je pense, par l'Union européenne, et qui donc faisait penser, à mon avis, aux Allemands, qu'il était plus préférable d'avoir une politique plus sociale. Et c'est en ce sens qu'à mon avis est né Die Linke. Donc Die Linke, c'est l'équivalent du Front de gauche en Allemagne, qui est eurosceptique. Vous avez... mais Die Linke, c'est un parti de masse, puisqu'il est issu d'un parti socialiste. Complètement à l'opposé du spectre politique, vous avez les nationalistes, mais pas comme le Front National, qui sont franchement d'extrême droite. Vous avez le NPD, c'est le Parti nationaliste d'Allemagne, qui sont très eurosceptiques. Et puis, vous avez un nouveau parti qui se constituait il y a à peu près un an, non pas un an, au mois d'avril, je crois, qui est Alternative für Deutschland, c'est-à-dire une alternative pour l'Allemagne, qui est sur une ligne eurosceptique, souverainiste, patriote modéré, avec derrière ça un argumentaire économique vis-à-vis de la crise de l'euro, vis-à-vis de la dénonciation de la supranationalité, etc., etc. Et c'est un parti qui monte actuellement et qui, en Allemagne, vous savez peut-être qu'il y aura des élections législatives le 22 septembre, qui sans doute risque d'obtenir des députés. On va sans doute voir, ce sera un test grandeur nature, de la montée de ce parti dans un pays où l'euroscepticisme est un petit peu compliqué, mais existe quand même, de manière diverse. Il croit à l'euroscepticisme, parce que je vois de plus en plus d'Allemands qui veulent retourner au Deutschmark, c'est une évidence, on ne peut pas le nier, quoi. Et pourtant, c'est quand même l'Allemagne qui est assise sur l'Europe, quoi. Mais si même eux veulent retourner à leur monnaie nationale, c'est qu'il y a quand même une raison. Je pense que ça va croître en Allemagne. Ça, c'est la sensation de mes copains. Tous les sondages disent que l'AfD va faire des bons scores, non seulement aux législatives, mais aux européennes qui vont suivre. Puisqu'on aura aussi des élections européennes en juin ou en mai, je ne sais plus, 2014. Donc tout ça est assez imminent. En Autriche, vous avez le FPO et le BZO qui sont des partis quasiment jumeaux, hein, parce que le BZO c'est une scission du FPO, parti pour la liberté de l'Autriche, je pense, qui est un parti plus ou moins lié du Front National, puisqu'on a eu des rencontres tout à fait amicales, à la fois FNJ et les organisations de jeunesse, je ne sais pas comment ça s'appelle, du FPO, puis Marine Le Pen qui a rencontré le dirigeant principal du FPO, qui est Heinz Christian Strache, qui est un politique qui monte en Autriche sur le thème de l'euroscepticisme, sur le thème du rejet de toutes les mesures supranationales qui empêchent l'Autriche d'être souveraine. En Espagne, vous avez une situation étrangement très embryonnaire, puisque l'Espagne subit un chômage de masse, plus de 20%, je crois. Oui, 22%. Et 50% pour les jeunes. Ouais. En plus, avec Espagne et Portugal subissent actuellement des coûts tout à fait drastiques au niveau de leur sécurité sociale, par exemple. Alors, je ne sais plus s'il y a une histoire de privatisation ou de sécurité sociale à la carte quasiment en Espagne, mais vous avez quelque chose de très prégnant à ce niveau-là. À mon avis, ce qui se passe pour le mouvement en Espagne, c'est qu'il leur manque un dirigeant d'un parti politique qui exprime clairement l'intérêt des Espagnols dans tout ça et qui leur montre clairement où sont les vrais problèmes. Et je crois que les grands partis là-bas ont pris l'ascendant sur des partis comme celui-là qui restent embryonnaires à cause de ça. En Espagne, je vais le lier avec le Portugal d'ailleurs. Dans le monde ibérique, globalement, on est eurosceptique par principe, puisque vous avez eu aussi cette histoire
l'équivalent de ce qui se passe à New York, là, mais je ne sais plus quelle ville en Espagne, où il y a des gens qui se rassemblaient pour occuper les rues, pour montrer dans quelque chose de tout à fait apolitique, finalement très politique, mais en dehors des partis politiques, pour montrer leur indignation. En Espagne, et en Portugal, vous avez quand même l'héritage historique qui fait que ceux qui sont eurosceptiques sont objectivement d'extrême droite. Voilà, se rattachent au franquisme, se rattachent au salazarisme. Donc c'est compliqué moralement d'être bien perçu par la population. C'est compliqué électoralement de percer naturellement. Donc vous avez un euroscepticisme et plus ou moins approfondi avec une extrême droite qui est tout à fait embryonnaire, qui est à moins de 1%. Vous n'avez pas de patriotisme serein comme modéré, rationnel, actuel et non passéiste, comme il existe en France avec le Front National et il existe avec l'AfD en Allemagne. Mais l'euroscepticisme est finalement non électoral en Espagne et au Portugal. Il est ailleurs. Il est dans la rue, il est dans la contestation de rue en partie. En Finlande, vous avez les vrais Finlandais qui ont fait une percée électorale entre les élections européennes de 2004 et 2009, puisqu'ils sont passés de 0,5% à 9,8%. Donc ils ont fait entrer des députés, je pense qu'ils ont dû faire entrer des députés avec un score comme ça au Parlement européen, et c'est pareil, je crois que c'est un parti plus ou moins proche du Front National sur ses positions vis-à-vis de l'Europe. Bon, en France, bien sûr, vous avez le Front National qui est quand même le principal parti eurosceptique, souverainiste du spectre politique français. Bon, je ne vais pas revenir sur les autres partis, parce qu'on les a... Déjà, moi je travaille pour le Front National, et puis on est revenu déjà en introduction. Mais c'est vrai que le Front de gauche a des positions très ambiguës et finalement très décevantes sur l'euroscepticisme. Voilà, ils vendent du mensonge à ses militants continuellement. Puisqu'ils ont quand même appelé à voter pour quelqu'un qui a fait passer, on n'en a pas parlé d'ailleurs, le TSCG, c'est-à-dire le traité européen, qui fait que notre politique budgétaire maintenant est européenne. Elle n'est plus nationale en Allemagne, en France, en Espagne, etc. Voilà, le Front de gauche a fait voter ça, entre beaucoup d'autres choses, en appelant à voter Hollande à 20h15 le soir du premier tour. C'est ça la conséquence du Front de gauche. En Grèce, qui est naturellement très affectée par la crise européenne, la crise de l'euro, vous avez deux partis vous avez trois partis plus exactement. Vous avez qui sont eurosceptiques. Vous avez le Laos qui est plutôt. Vous avez deux partis extrême droite. Vous avez le Laos et l'Aube dorée qui sont quand même des partis assez spéciaux. L'Aube dorée avec un aspect très social également, qui est particulier dans le spectre politique grec. Vous avez Syriza également, qui est l'équivalent du Front de gauche, qui a sans doute des positions plus sincères que le Front de gauche, puisque la crise est beaucoup plus forte en Grèce qu'en France, d'euroscepticisme, de rejet du pouvoir des banques, également du rejet du marché comme se substituant à l'État grec, puisqu'en grec la situation est bien plus grave. On en est notamment rendu à se demander si on ne va pas vendre le Parthénon pour faire des lieux de tournage. Là, on vend les ports à des puissances étrangères, etc. Donc, c'est très inquiétant quoi, pour les Grecs. En Lettonie, je crois que la Lettonie, d'ailleurs, est passée ou va passer dans l'euro, ou c'est un des trois pays baltes, je ne sais plus lequel. En 2014, vous avez le Parti pour la patrie et la liberté lettonne, le LNKK, qui a des positions très eurosceptiques. J'en sais pas plus, je ne vais pas développer. J'en sais pas plus également pour l'Union chrétienne aux Pays-Bas, sinon qu'elle est eurosceptique et libérale conservatrice, donc peut-être des positions tout à fait équivalentes au FN. En République tchèque, vous avez un exemple intéressant qui est le Parti des citoyens libres, qui émerge de la société civile. C'est-à-dire que c'est un économiste qui a créé ce parti. C'est un économiste proche de l'ancien président tchèque, Václav Klaus, qui est un eurosceptique précoce en quelque sorte, qui très tôt a dénoncé le danger et les dérives de l'Union européenne. Et vous avez l'exemple d'un parti qui se crée ex nihilo sur la base d'un constat et d'une contestation populaire dans un pays de récente adhésion à l'Union européenne. Parce que je crois que la Tchéquie c'est 2004. En Italie, vous avez
Vous avez le mouvement 5 étoiles, vous avez sans doute entendu parler en début d'année, avec Beppe Grillo, qui est un petit peu un objet politique non identifié, qui est en pleine ascension, mais dont on perçoit mal les contours. Est-ce qu'il est réellement très politique? Est-ce qu'il est... Voilà, c'est un petit peu une nébuleuse, mais qui traduit très objectivement, là sur le plan électoral, contrairement à l'Espagne par exemple, un ras-le-bol. Un ras-le-bol global des élites, de la bureaucratie européenne, des directives européennes, aussi d'une politique, là c'est plus italien, qui en Italie a du mal à se sortir de l'ère Berlusconi. Et vous voyez que très symboliquement, concernant Berlusconi d'ailleurs, ce dernier fait sa campagne sur des accents très anti-européens aux législatives de février. C'est-à-dire que si cyniquement, par démagogie, Berlusconi fait sa campagne, veut faire son retour en politique en dénonçant l'Europe qu'il a lui-même contribué à implanter en Italie en disant le plus grand bien de l'euro, c'est que s'il fait ça par démagogie, c'est que le peuple veut entendre ça. Voilà. C'est comme en France, quand durant les campagnes électorales, tous les candidats deviennent par magie sécuritaires, patriotes, etc. C'est qu'il y a une demande sociale de ce message-là. Donc, c'est que cette Europe-là en Italie n'est pas acceptée. Vous avez aussi une Europe nationale en Italie avec la Destra et puis Fiamme Tricolore, qui sont un peu deux mouvements. La Destra est assez proche du Front National, le Fiamme Tricolore c'est plus compliqué. Mais vous avez une droite nationale qui est anti-européenne, qui est plus politique que Beppe Grillo pour le coup. Au Royaume-Uni. Ouais, mais c'est pas LDD, mais. Non, je pensais pas ça. C'est quoi LDD? Je suis même plus sûr, j'en ai juste entendu parler. English Defense? Non, ça c'est le LDD, ça. Non, c'est pas ça dont je parle. Non, mais au Royaume-Uni, qui est quand même une nation un petit peu ambiguë dans cette. Enfin, c'est un État plus national, je pense. C'est un État, la position un petit peu ambiguë dans l'Union européenne. Vous avez les Britanniques qui rejettent l'Union européenne. C'est très éloquent que, concernant l'affaire syrienne, le Parlement a rejeté l'intervention britannique. C'est quand même qu'il y a du bon sens dans cette assemblée qui est sans doute plus représentative que notre Parlement français. Au Royaume-Uni, vous avez deux grands partis eurosceptiques, enfin un petit parti, un grand parti. Vous avez le BNP qui est plutôt d'extrême droite traditionnelle, on va dire, le Parti national britannique. Puis vous avez UKIP, Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, qui est plus proche, qui est quelque part entre Front National et Dupont-Aignan. Voilà. Dupont-Aignan se fait le porte-parole quasiment officiel de UKIP en France. C'est sans doute un petit peu exagéré, puisque UKIP au Royaume-Uni, c'est je crois 23% des dernières élections. Dupont-Aignan, c'est entre 1 et 2%. Donc il y a sans doute un décalage. Et moi je pense que Marine Le Pen, enfin je ne suis pas dans la tête de Marine Le Pen, mais on aurait tout intérêt à. Oui, mais elle a soutenu UKIP d'ailleurs. Voyez les communiqués du FN sur la victoire de UKIP. On se félicite de la victoire de UKIP, qui est aussi une manière de dénoncer les élites, la bureaucratie, etc. L'Europe comme Union soviétique européenne, c'est ce que dit Marine Le Pen. Nigel Farage, qui est le député européen et président de l'UKIP, un discours à peu près pareil, c'est-à-dire l'Union européenne comme construction impériale finalement, mais qui ne dit pas son nom. Et on a des choses intéressantes à ce niveau-là. En Slovénie, vous avez le Parti national slovène, qui est un petit peu l'illustration que dans ces anciens pays communistes, qui sont un petit peu intégrés de force à l'Union européenne, on n'a pas forcément une acceptation très, très, très positive de cette Union européenne. On peut même avoir une nostalgie parfois dans ces pays-là de l'époque communiste, ce qui est révélateur quand même d'un certain malaise à ce niveau-là. En Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne naturellement, vous avez l'Union démocratique du centre, dans un pays qui est quand même très différent, puisqu'on a une vraie démocratie directe, avec la possibilité pour les souverainistes locaux d'être vraiment efficaces au niveau démocratique, au niveau législatif. C'est aussi un parti fortement eurosceptique, l'UDC. Ils sont même quasiment autarciques, on pourrait dire, c'est-à-dire la Suisse aux Suisses. Mais c'est sans doute la meilleure position à adopter finalement.
voilà pour les principaux partis eurosceptiques. Ça vous montre, pour conclure, que l'euroscepticisme n'est pas d'extrême droite, ou n'est pas même de droite. Il est transcourant. Simplement, il y a sans doute des gens qui l'incarnent plus sincèrement que d'autres. Si l'euroscepticisme est une posture durant une campagne électorale pour allier un électorat qui effectivement demande cela, qui effectivement se sent frustré, sent que l'Union européenne lui est à la fois inutile et incompréhensible, si c'est une posture, l'euroscepticisme, c'est malhonnête intellectuellement. Si l'euroscepticisme, c'est une position permanente avec des arguments qui ne soient pas uniquement, un chiffon rouge pour faire peur, si c'est une position cohérente comme celle qu'a le Front National en dénonçant de manière très argumentée la crise de l'euro, ça nous semble beaucoup plus, à la fois beaucoup plus sain et sur le plan purement électoral, sans doute promis un grand succès. Et ça, on le verra notamment aux élections municipales de mai-juin 2014, où on nous dit en France, et j'en conclurai avec ce qui n'est pas une anecdote d'ailleurs, que le Front National demain sera peut-être le premier parti à l'issue des élections européennes. Ce serait du jamais vu, hein, puisque le Front National n'a jamais dépassé aux européennes, je crois, 11% des voix. Aux élections européennes de 2009, le FN a fait à peu près 6,5%. Et demain, nous pourrons faire, je crois, 16% à peu près. Ce sera le grand test en juin prochain, après la séquence des municipales, pour montrer que d'ici à 2017, d'ici à la prochaine présidentielle, le Front National est un acteur majeur et dans les municipalités, et peut-être demain en tant que parti de gouvernement, et au niveau des instances européennes, du Parlement européen, comme contrepoids avec plusieurs députés européens à l'Union européenne telle qu'elle est conçue actuellement. Parce que c'est proportionnel au moins, ça respecte Ouais. la démocratie. En plus, c'est ça qui va. c'est une élection, les élections européennes, c'est une élection au scrutin de liste proportionnelle. Donc, pour reprendre l'adage du Front National, aux élections européennes, vous aurez des élus. Puisque si vous votez normalement, même avec 7% des voix, avec moins de 7% des voix, nous avons eu 3 élus, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen et puis Bruno Gollnisch. Avec 16%, faites le calcul, nous en aurons donc à peu près 7 ou 8. Et encore, je pense plus, parce qu'on avait, fut un temps, nous avions 10 députés européens du FN, avec un score comme 11%. Oui, c'est en fait, il y a des paliers de 10%, je crois, à atteindre Oui, pour avoir des élus dans les régions comme le Grand Ouest, voilà, où on n'a pas eu d'élus à cause de la concurrence notamment de Philippe de Villiers, qui ressemble un peu à des actuels. Ça permet à Corinne Lepage d'avoir un siège au Parlement européen. Il y a des paliers comme ça. Donc effectivement, on peut avoir demain un groupe formel peut-être pas de nationalistes, mais de souverainistes, avec un certain nombre d'autres nationalités, puisque pour faire un groupe, il faut d'autres nationalités. On peut demain très bien arriver avec un groupe au Parlement européen, avec des Français, des patriotes français, des patriotes italiens, des patriotes espagnols, etc., britanniques. Ce qui existe de manière informelle actuellement, à l'initiative de Bruno Gollnisch, avec l'Alliance européenne des mouvements nationaux, qui est plutôt une association de financement, pour faire pression, pour montrer qu'il existe un sentiment eurosceptique, mais qui n'est pas un groupe parlementaire officiel. Mais demain, il peut y avoir un groupe parlementaire officiel si le FN poursuit sa montée dans les sondages, et si le jour des élections, il est le premier parti de France aux européennes. Ceci dit, on a peut-être des élus dans le Grand Ouest qui est jamais vu. Jusqu'ici, en Bretagne, en Pays de la Loire, ça a toujours été deux grandes régions où les électeurs ont traditionnellement peu voté pour le Front National. Et depuis les dernières élections, on a le sentiment que ça peut basculer. Rappelez-vous quand même que les grands débuts électoraux du Front National, en 1984, correspondent aux élections européennes. Et c'est aux élections européennes où je crois le FN avait fait quelque chose comme 10,4%, que Libération, par exemple, a titré le choc. Donc pour les médias dominants, c'est un choc, effectivement, que des patriotes, dans une instance européenne de plus, des patriotes qui sont réputés pour être anti-européens, arrivent au Parlement européen. C'est bien sûr quelque chose de totalement ironique et qui choque les bien-pensants. Rappelez-vous que les premiers succès du FN, même si l'histoire des municipales à Dreux, qui est un exemple un petit peu local, on va dire, de quelque chose qui bouge, le premier succès du FN, c'est les élections européennes de 1984.
pourquoi est-ce que les élections européennes de 2014, qui symboliquement sont 30 ans d'ailleurs après celles de 84, pourquoi ça ne pourrait pas être le deuxième choc, en quelque sorte, pour ces bien-pensants qui jugent que le FN n'a pas sa place dans la principale instance européenne, alors qu'il a sans doute toute sa place, justement, pour remettre un petit peu cette instance sur les rails. Voilà, puisque nous ne pouvons pas la supprimer, au moins